Salut à vous, petites et grosses tentacules, et hop, aujourd'hui on va voir Torg Eternity, la Terre vivante, mais aussi l'Empire du Nil. Mais lui, je l'ai qu'en PDF, donc bon, voilà. D'ailleurs, merci à mon petit fournisseur de PDF, hein. Voilà, donc Torg Eternity en version française, t'as une boîte, deux bouquins, l'un de background, l'un d'aventure, un écran dédié et des paquets de cartes dédiés. Donc hop, ça c'est le bouquin. Hop, ça c'est l'aventure. Hop, ça c'est l'écran sous cello parce que du coup je les regarde en PDF, quitte à faire. Et puis comme ça d'ailleurs je l'ai déjà revendu à mon copain justement fournisseur de PDF qui est un collectionneur de Torg. Et donc lui il va être heureux, il va pouvoir dévaler son truc. Voilà. Moi j'ai eu ce que je voulais sur les PDF. Et donc du coup on va parler un petit coup de ces deux suppléments Torg parce que Torg Eternity de base m'avait étonné par sa qualité en fait, hein. J'avoue j'aime beaucoup Torg mais pour moi c'est vraiment un jeu pour ados. C'est kitsch, c'est pulp, c'est re-kitsch par derrière, hein. On est vraiment c'est du kitschissime au possible. Mais n'empêche que ça reste fun. C'est de l'action débridée aussi. On va être honnête. Les scénarios, c'est pas des scénarios écrits très ambiance avec chaque fois qu'il y a une enquête à Torg, enfin, c'est pour enfants de 12 ans, hein. C'est pour rater l'enquête, faut être bourré à 4 heures du mat. Voilà, c'est dur. Faut rater le jet de l'indice où tu trouves l'indice en fait. Mais sinon en fait les indices c'est pas des indices qu'il faut non, c'est des panneaux pour te dire où c'est qu'il faut aller. Et malgré tous ces défauts, moi j'aime bien Torg. Torg ça se prend pas au sérieux, c'est du bon délire, c'est du bon délire héroïque. Ça rappelle ce mantra de Feng Shui 1 que un jeu de rôle c'est déjà là en fait pour s'amuser. Prête enfin un étui pédagogique, historique si tu veux, tout ça, mais la base du truc c'est une réunion entre amis pour se marrer. Voilà. Alors je dis pas que ça ne doit être que ça, mais voilà, à la base, c'est un moment social de plaisir, pas de souffrance, hein. Et justement, Torg, il est bien là-dedans. On est sur un jeu fun, qui se tape le cul du réalisme et de tout ça. On s'en fout. Voilà, on est là pour s'amuser. Et alors, pour ceux qui ont raté, je ne sais pas ce que vous faites sur vidéo, pour rater c'est quoi Torg? Torg, il y a eu la V1, oulala, il y a très longtemps, je ne sais plus la date de sortie, mais bon, j'étais un gamino, tu devais être un préado, donc ça ne nous rajeunit pas. On a eu le Torg V2, qui est une ressortie plutôt maligne, parce qu'elle tient compte de la V1, au sens la V1 s'est passée dans une autre dimension. Il y a même certains personnages de la V1 qui sont présents dans la V2, au sens, c'est des transfuges dimensionnels qui sont venus aider Terre Prime, qui est le nom en fait de la dimension dans laquelle ça se passe, de ce qui se passe. En plus, Torg est compliqué parce que tu as des dimensions différentes, avec tu as deux types d'univers parallèles à la fois. En fait, tu as des timelines où tu as tous les univers parallèles qui vivent un truc, et tu as en soi aussi les univers parallèles. Ah, c'est super pas clair. En clair, Torg, c'est notre Terre, presque, qui est envahie par des dimensions parallèles, hein. Par exemple la dimension des dinosaures, enfin des hommes dinosaures, voilà, qui est la Terre vivante. L'Empire du Nil, c'est un truc pulp années 50 avec des pharaons. C'est surtout sur notre version Terre, parce que Terra, le monde d'origine en fait, de l'Empire du Nil, c'est pas du tout que pharaonique. Et puis voilà, et en fait, ces dimensions parallèles ont eux-mêmes leur double sur les autres timelines. Ouais, c'est déjà compliqué, Torg. Ouais, c'est du compliqué de comics, hein. C'est une explication à la mort moelleux qui tient pas le bout des culs, voilà. Mais on s'en fout, c'est là pour le fun. Et donc, du coup, ils nous ont sorti la boîte de base où en fait, tu as une présentation très légère de tous les envahisseurs, ce qui se passe, voilà, parce que c'est fragmenté en années, donc là on est que sur la première année. Et du coup, hop, après, tu as un supplément par cosme, c'est comme ça qu'on dit, dans des dimensions parallèles qui envahissent la Terre, on appelle ça des cosmes, et la Terre, en fait, on appelle ça Terre Prime, parce qu'elle est plus importante que les autres, c'est la méga Prime, voilà, rapport au délire de Yen V2. Et donc, du coup, Terre Prime, t'as pas de supplément dessus, hein, c'est dans ton livre de base. T'as une petite présentation de tout, et donc t'as un bouquin par Cosme Envahisseur. Il y en a plusieurs qui sont sortis, mais il y en a que deux que j'ai lus, donc je vais juste parler de ce que j'ai lu, parce que sinon je serais un gros, un gros méchant. On est gentil, on est poli, on dit plus gros mots. Bon, alors en très très bonne surprise, la Terre vivante, à la fois avec donc son univers et à la fois avec sa campagne. Il y a aussi des petites aventures dans l'écran. Alors, on va commencer par l'écran, c'est pas grand chose à en dire. Il est très joli, mais vu que je suis un conservateur, hop.
beaucoup plus joli que celui de l'Empire du Nil. Bon, après, c'est histoire de goût, mais je l'ai trouvé beaucoup plus classe. T'as du pré-tiré avec, et puis voilà, comme ça, t'es content, t'as ton archétype avec pré-tiré. Hop, t'as plein de petits pré-tirés et tu es heureux. Puis t'as aussi 3 aventures qui sont avec. Mais bon, voilà, c'est des aventures à la Torgue. Donc c'est bien, c'est fun, c'est rigolo. Euh, je vais pas vous vendre que c'est les meilleures aventures du monde que j'ai vues, hein. Voilà, c'est des aventures à la Torgue. Il y a de l'action, il y a des enquêtes ridicules. Enfin bon, c'est du Torgue. Après, bah, n'empêche que ça c'est funny. Et donc, La Terre Vivante, le livre de base est très bien. Il est à peine moins ambiancé que la V1. Si vous passez de la V1, il y a quand même pas mal de textes, un peu d'ambiance. T'as plus trop ça dans la V2, hein. T'en as quelques-uns, mais c'est vraiment, il y en a plus des masses. Par contre, tu as beaucoup plus de matériel. Voilà, des choses qui étaient teasées, machin, dans la V2. Là, t'en as, là, t'en as, là, t'en as. Tu peux jouer des humains, mais tu peux toujours jouer des Sterling, je sais plus leur nom, là, les étoiles de mer volantes bien cool, qui manipulent les émotions pour communiquer, enfin, qui sont vraiment fun. Mais tu peux jouer aussi d'autres trucs. Mais pas que des Edenos. Les Edenos, c'est le nom des hommes lézards. Voilà, avec lui, c'est le grand méchant des Edenos. Tu peux jouer des espèces de marcelins. Enfin bon, t'as pas mal de trucs un peu délirants que tu vas te dire, ouais, c'est sympa, ça existe, mais je m'en fous. Voilà. Et dedans, en fait, tu as une grosse partie qui est du livre joueur, avec plein de nouveaux trucs pour les joueurs, soit en lien avec la Terre vivante pour tout le monde, soit en fait, voilà, tout ce qui est un peu violent, machin, voilà, c'est ambiance Terre vivante, donc ils ont collé là, soit vraiment des options réservées aux Edenos. D'ailleurs, on voit que ils ont même fait une feinte, tu as un atout qui fait que tu es béni par la déesse, et que du coup, bah, en fait, tout le monde il a accès au truc spécial des Edenos. C'est rigolo. Et après, bah, les Edenos, maintenant, bah, ils sont plus développés. Donc, tu vas avoir des Edenos différents. Il y en a, ils vont avoir des écailles qui sont plus dures qu'elles piquent. D'autres, ils peuvent même respirer sous l'eau. Enfin, bon, t'as un peu du gros délire avec les Edenos. Mais bah, c'est bien, ça diversifie. Et puis, bah, du coup, tu as aussi un petit peu plus de politique. Voilà, en sachant que, par exemple, bah, hop, le Khan, lui, le méchant, il a sa fiche de perso. T'as aussi voilà, les autres gars qui sont potentiellement ses remplaçants qui sont décrits. Enfin, c'est très complet en fait. T'as même la déesse. Hop, pour une fois, on a faut que je vous la montre. Pour une fois, on a la déesse qui est représentée. Donc, niveau description des PNJ, voilà. Donc là, ils ont déliré. La Baruka, hop, faut que j'apprenne à montrer sur une caméra. Voilà, ça c'est le seigneur des possibilités, hein. Le gros méchant envahisseur qui est du coin. On a son observificateur qui est décrit. Voilà, on a les peuples Edenos, les différents clans Edenos, et voilà, l'avatar de l'Anala. Et ils ont craqué. Ils ont craqué. Ça, c'est une déesse. Ils ont staté la déesse. Ah, ça rappelle des vieux suppléments et de Dungeons et Dragons. Ah, ils nous ont staté la déesse, carrément, quoi. Bon, c'était pas censé être friter la gueule avec, hein. Sinon, c'est que vous faites vraiment n'importe quoi. Il y a moyen de faire n'importe quoi à tort, mais tu tapes pas la déesse. Lui, par exemple, aussi, très bonne surprise. Trakmos, donc hop, un méchant secondaire qui a des chances de devenir beaucoup plus que juste secondaire, qui a déclenché un nouveau culte, il s'est allié avec une sombre puissance, que la Nala, justement, elle avait botté le cul. Donc la Nala, c'est une déesse de la vie, et lui, ça a l'air d'être un gros dieu de la mort, machin, et puis hop. Donc il se passe des choses en Terre vivante, ça bouge beaucoup. J'ai trouvé qu'il y avait plus de variations entre la V1 et la V2 de la Terre vivante que l'Empire du Nil. Voilà, c'était plus agréable en termes de surprise à la lecture. Et puis voilà, qu'est-ce qu'il y a de dire de mal? Il y a un point que je me suis dit, bande de petits joueurs, un des trucs qui était excellent et un des rares points matures qu'il y avait dans Torg dans la V1, c'est que la Nala, pour pouvoir qui est la vie en termes de déesse de vie, et la religion était bien développée, elle avait dû sacrifier tous ses sens. Ce qui faisait en fait que ses prêtres, pour la vénérer, ils faisaient pas seulement des petits rituels, des petits machins avec plein de magie de la mort qui tue, ça c'est bien conservé, t'inquiète. En fait, ils devaient lui fournir des sensations. Parce que la déesse, justement, c'était une déesse qui était la source de vie, mais elle avait sacrifié tous ses sens, et puis voilà, elle vivait un peu mal, quoi. Elle était coincée dans le néant. Et du coup, bon, ça s'est passé à la poubelle, ce qui est un peu dommage, ça donnait un petit peu de goût et de saveur. Et puis surtout, les prêtres, pour la vénérer, il fallait lui donner vite de la sensation, et la sensation la plus rapide à donner, surtout quand tu fais de la magie. Voilà, t'as pas une demi-heure à aller passer tranquillou avec tes gosses pour prendre du bon temps et puis envoyer des trucs positifs. C'est les prêtres, c'était une mutilation directe. Tiens, je me plante un couteau dans la patte, là j'ai une bonne grosse sensation, et j'utilisais la douleur en fait pour la communiquer à la Nala pour qu'elle ressente des choses.
et elle le vivait pas du tout mal, et du coup, bah, elle donnait de l'énergie pour les rituels. Tout ça, wow. Ouais, ça c'est poubelle, hein. Je pense que ça a été classé dans haute mutilation, les thèmes qui passent plus, ça n'existe plus, pop, pop, pop. Et du coup, c'est un peu le seul point qui est dommage, parce qu'on te répète tout le temps, ouais, c'est une déesse de la vie, machin. Mais il n'y a pas de consistance à sa religion qui est donnée. Voilà, pour c'est une déesse maternelle de la vie, mère terre, machin, elle est vénérée, youpi, mais tu sais pas quoi, comment, enfin voilà, c'est vraiment le niveau zéro de la description du divin, t'as ses caracs, mais t'as pas, t'as pas, t'as pas d'épaisseur à sa religion. En fait, voilà, c'est youpi, une déesse de la terre-mère, tout le monde elle l'aime, c'est une religion qui marche assez bien, hein, même chez justement les non transformés de la terre vivante, parce que c'est quand même une religion très positive, surtout que là, bah, ils ont mis tout l'aspect voilà, tout l'aspect un peu négatif d'Arco de cette religion à la poubelle. Avec mes noms, bah, c'est vraiment une religion super kiff, hein. Je veux dire, de toute façon, c'est oh, la déesse Merter, elle existe pour de vrai, c'est elle. Bon, bah, c'est cool, c'est cool, ça arriverait vraiment, ça serait cool. Et donc, du coup, tu as un nouveau protagoniste au niveau divin, le dieu de la mort, qui commence un petit peu qu'à piquer déjà pas mal de prêtres de la Nala, puisque ces prêtres est divisé en deux catégories. La Nala reconnaissant en fait que la mort faisait partie du cercle de la vie. Elle avait des prêtres chargés de l'aspect positif de sa religion, et puis des prêtres chargés de l'aspect un peu plus sombre, négatif de la mort, de sa religion. Eux, il y a une grande partie qui se sont barrés à l'ennemi. Voilà, voilà. Bon, j'insiste un peu sur la Nala parce que du coup elle est aussi importante et c'est une été très très bonne surprise. Voilà, le reliquaire divin a peut-être bien l'aventure la plus funky beat pour Torg. Alors comme les autres, elle est pas, voilà, on n'est pas méga bien écrit, hein. Des fois t'as envie de te marrer parce que alors le début c'est oh, il y a des gens qui se sont crashés en avion, il faut qu'on aille les sauver. Que tu vas après devoir aller sauver d'autres personnes, et que après tu vas aller devoir sauver d'autres personnes. Après, il faut aller encore sauver d'autres personnes, et à la fin, il faut sauver la déesse. Voilà. Voilà, bon, bah, et je caricature, mais vraiment qu'à peine, hein. Il y a une des missions en fait où tu dois rentrer dans un arbre et tu sais pas en fait que tu vas devoir aller sauver des personnes. Mais bon, tu vas devoir aller sauver des personnes. Voilà. Bon, hein. Ah, bon, mais là où c'est intéressant en fait, c'est bon, déjà vos personnages vont être mis vraiment sur le devant de la scène, ce qui est en fait à chaque fois hein, dans les grosses campagnes. Ça sera pareil pour l'Empire du Nil. Donc c'est pas comme des petites aventures qui sont vendues en PDF chez BBE ou que tu vas trouver voilà, dans l'écran. C'est vraiment de la grosse aventure. Vous vivez un truc qui va potentiellement modifier la guerre des possibilités. C'est très laid comme phrase. Voilà, vous vivez quelque chose d'impactant. Et en fait, y a Baroukan qui veut faire son mariage. Il a une super prêtresse, voilà, pas gentille. Je spoil comme un bâtard. Et en fait, ils ont capturé la Nala, ils l'ont enfermée, et ils la siphonnent comme des gros méchants qui sont. Voilà, et vous allez juste quand même avoir à sauver la déesse. Tranquillou. Et du coup bah, tu vas créer aussi un très gros schisme chez les Edenos, c'est le Conseil des Gentils. Spoiler, hein, c'est les Américains. Voilà, le Conseil de Delphes, bon, bah, Delphes, c'est en Grèce, mais c'est pas grave. C'est voilà, les Américains sont le haut. T'es un peu dans Independence Day quand même. Dans Torg, voilà, les autres nations existent, mais c'est les Américains. Voilà, c'est bon, c'est un jeu américain que c'est les Américains les meilleurs. Bon, ouais, j'en dirais pas plus, hein. Torque, c'est pas subtil. Et donc, bon, du coup, bah, ça fait que justement, avec le super conseil de résistance américain qui gouverne le monde, la planète, qui va être un peu les chefs de la résistance humaine, enfin de notre réalité, enfin, de la réalité du jeu qui est censée pas exactement être la nôtre. Du coup, bah, ils vont avoir encore plus d'aide des Dénos, parce que bah, forcément, si la déesse elle est clairement du côté des envahis et non des envahisseurs, t'as plein des Dénos qui vont faire ah non, mais en fait, nous on est avec les humains. Voilà, tout simplement. Et c'est un des enjeux, voilà, c'est un des gros enjeux de la campagne, c'est de retourner une grande partie des forces de Baruka voilà, du côté envahi, de sauver la déesse, de créer un gros schisme dans les armées de l'envahisseur qui fait que pas mal de gens vont être de ton côté, pas du côté des résistants, ce qui est bien. Et le troisième point, mais ça du coup c'est une découverte, c'est vraiment bien. Dans Torg V1, on savait qu'il y avait une terre creuse, machin, et dans la VF, on n'a jamais eu vraiment le vrai mot de la fin, parce qu'on avait du teasing, machin. C'est un truc qui a été dans la version week-end et qu'on n'a pas eu chez nous. Et bah là, d'entrer dans la terre vivante, tu sais tout. Tu as une partie qui est dans le livre de base, mais surtout, voilà, dans le reliquaire, tu y passes et on te donne tout. Voilà, tu vas savoir plus. Voilà, on aborde en fait le côté rapport terre vivante, Empire du Nil. On rapporte le côté terre vivante et Kanawa. Donc en fait,
Ils ont changé de nom dans cette version, mais il se passe aussi des trucs en Asie, sauf que c'est beaucoup plus en scred. Genre les gens bien souvent se demander mais est-ce qu'il y a vraiment une invasion ou pas? Ouais, il y a une invasion. Ouais. Et en fait, c'est deux cosmes de réalité donc qui sont très différentes, mais qui arrivent à avoir des points de jonction intéressantes. Et ça se passe justement dans la Terre creuse. Il y a aussi d'aborder tout le côté le cosme de la Terre vivante a un axiome très intéressant qui est l'axiome des merveilles, qui fait qu'il va manifester des ruines d'autres cosmes. Donc ça peut être sympa. Il y a un peu de teasing par rapport aux Mayas, donc je ne sais pas trop ce qu'ils vont en faire, parce que les Mayas ont quelque chose d'important dans la V1, c'est que les derniers envahisseurs qui se manifestent, bah, c'est pas du tout des méchants, c'est pas les envahisseurs, qui viennent aussi en imposant leur réalité, sauf qu'ils le font pas comme des bourrins, qui font des zones mixtes, et surtout bah, que c'est des gros super Mayas ultra gigabalesques, psioniques de la mort qui tue, qui sont du côté des envahis, et qui sont voilà, qui répondent à l'appel du calice des possibilités, la grosse campagne de la V1 qui viennent en fait pour aider les envahis. Voilà, bon bah du coup, je sais pas trop comment ils vont goupiller ça pour la V2, mais là on a déjà un petit peu des délires sur la religion maya et puis la thématique maya. À spoiler, c'est pas positif du tout. Ah ouais, c'est les mayas, c'est des sauvages, ils tuent les gens. Hein. Pour l'instant, on est vraiment sur la culture maya. À la limite, maya c'est le mal. C'est voilà. Sortie de ça, la Terre vivante était vraiment géniale. Sortie de ça, bon, le seul truc où j'ai un peu ricané, c'est le côté oh tiens, la religion qui était bien développée et bien fun de la Nala, ils en ont fait un truc tout aussi positif, gentil, sans une ombre de... Voilà. Ah, c'est friendly tout ce que tu veux, hein, c'est vraiment... c'est le truc gentil et positif, mère terre, jette des fleurs, et puis voilà. La vie c'est la vie, la mort c'est les méchants. Ouais, ça sent que j'en rigole un peu. Ouais, enfin, c'est devenu... déjà que c'était ado là-bas, c'est devenu encore plus ado. Un des rares trucs subtils qu'il y avait dans Torg, ils l'ont viré. Dommage. Enfin, j'insiste, mais j'avais fait il y a longtemps une vidéo justement de présentation de la Terre vivante et j'avais beaucoup insisté sur cet aspect religieux qui était, mais moi j'avais trouvé ça absolument génial. Enfin, c'était fin, c'était subtil dans un jeu pour gamins. Moi j'étais gamin, je me suis pris dans la gueule, je me waouh, ça c'est sérieux, ça c'est intelligent. Parce que ouais, il y avait de la dualité, il y avait autre chose qu'on dise, ouais, la mort ça fait partie de la vie, mais bon, c'est quand même les méchants. Ouais, voilà, c'était vraiment intégré dans une religion qui avait tenté de développer un petit truc. Bon là, voilà, la religion c'est vraiment la Nala elle est gentille, il y a un méchant dieu de la mort, la Naya, tout qui est gentil, voilà, qui est gentil. Et d'ailleurs dans la campagne vous pouvez la sauver, c'est une gentille. Mais bon, la campagne reste très sympathique, même si elle est torgienne, et si vous faites jouer des adultes, bah, je pense que vous allez changer un ou deux trucs, genre parce que bon, voilà, troisième grosse partie de scénar. Ah, on doit encore aller sauver des gens. Hein, on va aller à la quatrième partie de scénar. On va encore devoir sauver des gens. Ouais. Voilà. Donc bon, hop. Passons donc à l'Empire du Nil, qui est composé exactement de la même manière. En fait, hein, t'as un écran, t'as une boîte aussi, on s'en fout. T'as des cartes spécifiques qui vont t'amener des trucs spécifiques par rapport au jeu. C'est du goodies. T'en as pas besoin. C'est vrai que c'est plutôt cool par rapport au fait qu'il y ait deux trois petites cartes, voilà, nouvelles qui typent bien le cosme. Mais je connais, enfin ouais, après faut être maniaque, faut classer ses cartes en fonction des cosmes, machin, ouais, ça devient casse-pied quoi. Enfin bon, faites comme vous voulez, moi je trouve que c'est vraiment c'est du goodies, ça apporte pas énormément au jeu non plus, hein, on va pas se mentir. Qui apporte encore moins au jeu, c'est la boîte, t'as une boîte par univers, donc t'as la boîte du livre de base, t'as la boîte de la Terre vivante, t'as la boîte de l'Empire du Nil. L'écran de l'Empire du Nil, moins beau. D'ailleurs, les deux écrans ont quand même un truc sympathique. Hein. C'est pas tout le temps le même écran qui est réimprimé. T'as donc le dessin d'ambiance en fonction de l'univers que t'es, les lois principales de l'univers qui sont rappelées côté joueur, et puis 2-3 ajustements pour que ce soit pas juste complètement inutile niveau MJ. Après, c'est pareil, hein. Tu les as pas, bon, tu les as pas. Hein. Voilà, t'as pas raté grand chose. Soyons honnêtes, t'as pas raté grand chose. Si t'es un pur collectionneur, c'est bien de les avoir. C'est pas exactement des photocopies avec juste le dessin qui change. Soyons honnêtes, là-dessus, il y a un effort de fait. Après, tu peux t'en passer. Hein. C'est comme les cartes, quoi. C'est vraiment si t'es collectionneur, oui, tu peux prendre les cartes qui apportent un petit plus. Enfin, ils apportent un petit plus. C'est pas, voilà, c'est vrai. Mais c'est pas indispensable. Alors que le livre d'univers de l'Empire du Nil, c'est pareil, il est très bon. J'ai noté moins de différences par rapport l'Empire du Nil V1. La seule grosse différence, c'est que tu vas moins pouvoir cheater tes super-héros. Voilà. Dans l'esprit du jeu, en fait, les super-héros sont censés être des super-héros pulp.
qui fait qu'ils sont plutôt ils en parlent clairement, ils disent voilà, le niveau max du super-héros pulp, normalement l'Empire du Nil que vous devez autoriser, c'est Captain America. Alors, autant vous dire qu'avec le système de la V1, oh putain, on faisait des X-Men, hein. Oh là là là, on faisait vraiment des trucs. T'avais tout un système de création par kit qui était un peu plus libre, mais alors qui te permettait de faire des trucs. Ouais, t'avais Jeanne Grey, tu défonçais des tronches, hein. Bon, bah ça a été revu un peu à la baisse, et c'est plutôt bien. Soyons honnêtes, c'est plutôt bien. Ça a un petit peu côté perte sur le délire du joueur, du ah, je joue un super-héros surpuissant, mais déjà c'est mieux au niveau du respect d'équilibre entre les personnages, et c'est plus proche de l'ambiance qui est voulue dans l'Empire du Nil dès la V1. Donc en fait, niveau modification de règles, nerfs de puissance des super-héros, non. Je leur donne complètement raison, les auteurs ont eu raison de se dire... alors que quand tu passes de la V1 à la V2, c'est quand même plus bourrin, la V2. C'est la moitié des bouquins, c'est voilà, au plaisir du joueur, nouveau pouvoir, nouveau truc, n'en jetez plus, hein, quel que soit le cosmo. Et ben en l'occurrence, ils ont nerfé ce qui devait être nerfé. Bien, on a une bonne description de l'Empire du Nil, ça prend un peu de temps par rapport au Caire, on sait c'est qui les méchants, tout comme dans l'interview, c'est un truc un peu récurrent dans tous les cosmes, en fait, t'as le grand méchant officiel, le second couteau qui a une tendance à avoir les dents qui rayent, peut être le remplaçant potentiel. Spoiler, ouais, c'est encore le chinois là, avec ses éclairs qu'on avait dans la bien, qu'on rencontrait dans la V2-3, localise des possibilités. La grosse campagne qui était sympa, Torque V1. Pareil, hein, c'était bien bourrin, pas subtil. Et bon, bah, c'est toujours lui, normal. Hein. On retrouve les PNJ qu'on a aimé de la V1, qu'on a aimé pas aimé de la V1. Et la campagne. Alors si, quand même, il y a un truc qu'on sent plus dans l'Empire du Nil, c'est que les campagnes, c'est pas t'as une présentation d'univers et t'as la campagne. C'est en fait, ils ont intégré ce qu'apporte la campagne qui est censée avoir été réussie par les joueurs dans la présentation de l'univers. C'est-à-dire que ce soit pour la Terre vivante, où ça se sent pas des masses, alors qu'il parle un peu de la scission des Dénos, mais on n'est pas sur tout ce qui arrivait à la Nala. Là, dans l'Empire du Nil, dans la campagne, on va te proposer de vivre un événement majeur, dont on parlera beaucoup plus dans le livre de base. Bon, en gros, t'as le grand gentil des super-héros qui se fait quick dans la campagne. Bon, et c'est quand même plus parlé, et, plus communiqué dans le supplément de la Terre vivante, de l'Empire du Nil. Mais c'est plutôt bien au sens parce que ils vont ensemble en fait. D'un côté, comment dire, j'aurais peut-être dû expliquer ça. Les univers, hein, vraiment, c'est au bout d'un an. Voilà, là, on est sur la première année, et en fait, voilà, les descriptions d'univers de Cosme vont être sur dégage pop-up, vont être sur comment est cette zone d'envahisseur, donc ce Cosme, au bout d'un an de guerre. Et t'as toute la chronologie qui amène ça. Les aventures qu'on vous propose sont dans cette année. Et donc, du coup, la description de l'univers tient compte de ce qui se passe dans les aventures. Voilà, là, tu as la boîte de base, jour 1, qui est paru avec plein de scénars. Tu as toute une année qui se passe, hop, les livres de Cosme sont censés être à cette chronologie au bout d'un an de guerre. Les aventures qu'on vous propose ne sont pas après, elles sont avant, elles sont dans la première année. Et si ça, en fait, mais alors ça m'était même passé au-dessus de la tête quand j'avais lu la campagne avec la Nala. Dans l'Empire du Nil, tu te le prends en pleine gueule parce que voilà, l'information est plus partagée, et c'est une information un peu cruciale parce que le chef de la résistance de l'Empire du Nil, il se fait, bon, je veux pas trop spoiler, mais ça se passe pas bien pour lui. Voilà. Et sinon, c'est plutôt sympathique. Moi, je l'ai trouvé moins kiffante parce qu'on est plus sur un truc de base au sens, oh, le grand méchant, Mobius, il a des envies de conquête, donc il arrive, il attaque assez fort. Mobius qui fait... Alors, moi, il y a, dans les envahisseurs, hein, il y a le décharné, qui est le grand méchant d'une espèce d'univers d'horreur, qui est vraiment le big boss de tous. Après, bon, ils savent tous que on est tous alliés, mais bon, on veut quand même tous la tête du décharné. Il y a des sous-alliances entre seigneurs de Cosme. Genre, par exemple, Mobius s'entend très bien avec Baruka. Et ils font pas semblant, ils sont vraiment potes. Voilà. Bon, ils seront obligés de se latter la gueule à la fin, parce que le but c'est d'être le Torg, c'est-à-dire de drainer assez d'énergie des dimensions pour devenir un espèce de dieu au-dessus des dieux. Et en fait, spoiler alerte, hein, c'est une baisse, tu deviens un truc qui libère le néant, et puis c'est la fin de tout. En fait, Torg, c'est pas méga cool, c'est pas exactement ce que c'est. Peut-être que tu restes un larbin du néant et que t'es pas anéanti, mais bon, ça sent quand même la baisse, quoi.
Et donc du coup, Mobius c'est censé être un seigneur extrêmement puissant, puis c'est un petit peu le numéro 2 de tous les seigneurs. Il est méga cheat, c'est juste qu'il a une malédiction dans la gueule, parce que voilà, il a toute une longue histoire aussi, il est né il y a belle lurette, il a fait pas mal de trahisons, il est devenu pharaon à la place du pharaon, mais du coup il se fait maudire par le pharaon qui l'a trahi, et puis il sera, voilà, sa malédiction, c'est il échouera tout le temps, voilà, deux doigts de la victoire. Il peut pas gagner, il peut pas gagner, les méga maudits. Donc il me semble d'ailleurs que ça dans la V1 c'était déjà présent, et il avait une grosse volonté de... Il y avait des trucs où il cherchait en fait pour lever sa malédiction. C'est moins marqué dans la V2. T'as l'impression qu'il se rend même pas compte qu'il est maudit le gars. Enfin, toi, voilà. Et donc du coup, bah là, vous avez une grosse aventure où il a encore un nouveau super méga gadget qui va réussir à envahir la gueule de tout le monde. Et puis, bah, en fait, vous allez l'empêcher d'envahir la gueule de tout le monde. Donc, l'aventure en elle-même est quand même plus variée que la Terre vivante. Voilà, si je dois être une petite fouine, il y a moins le côté «Ah, toutes les aventures se répètent et se ressemblent». Je veux dire, voilà, parce que c'est de la campagne sur laquelle il y a long à jouer. L'Empire du Nil est plus long à jouer que Terre vivante, et il y a moins de répétitions. Donc voilà, je trouve le thème moins intéressant, mais sa réalisation supérieure. Ah bah ouais, en fait, j'ai rien à dire de plus, c'est exactement ça. Le thème est moins accrochant, t'as moins des méga secrets, des méga mystères, des super rencontres de méga personnages méga importants. Au final, tu vas pas réussir à faire quelque chose de positif au sens où on va apporter des trucs à la résistance et changer le monde, tu vas empêcher, donc c'est positif, mais voilà, vos héros sont plus des agents actifs du changement, ils sont des agents actifs du statu quo. C'est-à-dire que tu empêches Mobius de faire un truc. C'est pas toi, tu vas réaliser un grand truc en voilà, comme il y a avec en fait on retourne l'anala du côté des humains, enfin du côté des ouais, si, enfin des humains, du Cosme Term Prime, elle trahit pas son Cosme, bon elle est pas pour Baruka. Donc du coup, moins ouf dans ce qui est proposé de jouer sur le très long terme, sur les impacts que ça a, sur la place que ça va donner aux joueurs, parce qu'il y a aussi d'autres PNJ qui sont bien importants et bien en couleur. Bah du coup aussi il y a plus d'interactions sympas. Il y a des interactions dans l'interviante, mais c'est plus limité. Dans la campagne Empire du Nil, tu as quand même beaucoup plus de PNJ avec lesquels tu peux interagir, tu auras plus de scènes de roleplay, parce que bah, y a plus de gens, et il y a plus de gens, et il y a des gens intéressants. Il y a d'autres figures en fait de l'Empire du Nil qui sont importants, donc tu as tous les mystères humains, enfin bon, il y a des trucs bien. Mais voilà, vous êtes. Après, ça colle au thème du super-héros. Voilà, le super-héros n'est pas quelqu'un qui va se dire oh là, il y a un problème dans le monde, je vais le changer. C'est je vais empêcher les méchants de foutre plus la merde. Et c'est exactement ça l'aventure. Après, elle a cette limite que, bah, du coup, vous empêchez juste Mobius de foutre plus la merde. Mais vous faites pas grand chose d'autre. Enfin, ouais, si, voilà, vous faites pas grand chose d'autre. Vous révolutionnez pas la guerre des possibilités, vous apportez pas à vous empêcher les méchants d'accomplir des grands plans. Bah, c'est important, mais puisque complètement en fait un peu voilà, un peu une des thématiques des trucs de super-héros. Donc en fait oui, non, c'est pas si mal que ça. Enfin, je le trouve bien, et je la trouve mieux écrite que celle de la Terre vivante. C'est juste voilà, au niveau des enjeux et puis de la place des joueurs au final, elle est plus petite. Voilà, t'as d'autres PNJ qui vont être importants, t'as ouais, en Terre vivante, c'est un peu toute la gloire pour les joueurs, tous les trucs importants, c'est fait par les joueurs. Enfin, il y a d'autres PNJ, mais voilà, c'est du PNJ plus secondaire, c'est des PNJ qui te permettent d'avancer dans l'histoire. T'as pas de PNJ qui vont te voler la vedette. Ouais, l'Empire du Nil un peu, quand même. T'as 2-3 PNJ qui sont, voilà, qui sont assez classes, qui peuvent voler un petit peu la vedette. Si le MJ s'oublie, il va dire ouais, t'as vu, alors lui il est vachement bien, lui il est vachement bien, ouais, ton perso on s'en fout, les PNJ sont bien mes marionnettes. Ouais, voilà. Mais le scénario est mieux écrit, il permet plus de choses, plus de possibilités à tort. Mais les enjeux, voilà, les enjeux sont moindres. Quoi. Les enjeux, c'est empêcher Mobius de faire un truc. C'est pas soit faire un truc comme le calice des possibilités. À la fin, bah, vous faites un truc qui change la guerre. Voilà. La campagne de la Terre vivante, à la fin, vous faites un truc qui change la guerre. Là, à la fin, bah, vous faites un truc qui empêche la guerre de changer. Vous maintenez le statu quo. Ce qui est moins fun. Ouais, je vais arrêter de me répéter, mais c'est vraiment le seul petit goût de mazut que j'ai eu à la bouche à la fin de lecture. Il m'a pas donné envie de jouer en fait, par exemple. Voilà. Je l'ai trouvé mieux écrit que la Terre vivante, avec plus de possibilités sympas, rigolotes, machin. Mais tu te dis, il y a tellement à jouer dans Torg que ouais, moi celui-là, moins. Voilà. Bon, après, c'est juste parce que c'était pas mon trip, puis j'aime bien que les personnages puissent se sentir des agents du changement, et du changement dans le sens qu'ils veulent.
Puis il y a plein de joueurs qui sont contents d'avoir botté les fesses voilà, au père Mobius. Hein. Tu te fais quand même, tu te confrontes directement à un des seigneurs d'un cosme. Donc c'est intéressant, c'est pas de la petite campagne. Et puis oui, je le redis, quelque part je suis un peu de mauvaise langue, parce qu'effectivement on est dans la thématique pulpienne où le but c'est d'arrêter le méchant. Voilà, c'est pas de le tuer, c'est pas qu'ils sont en prison. De toute façon, si tu le tues, ils sont en prison, t'as les lois de la réalité, ils font que il va revenir, parce que les vrais gentils et les vrais méchants ne meurent pas vraiment. Et on se dit du coup, est-ce qu'il va revenir le chef des Mr. Women et puis voilà. Enfin donc Torg, la V2, je vais être honnête, j'en attendais rien, j'avais même un peu peur que ça soit de la merde. Et à chaque fois que je le lis, ben, tout ce que je peux objecter que c'est un peu nanardesque, c'est parce que c'est Torg. Bah, c'est comme aller ce matin nanar, puis ouais, bah, c'est un nanar. Bah ouais, c'est un nanar, quoi. C'est un nanar. Torg, c'est nanardesque. Je veux dire, j'aime énormément Torg, mais c'est nanardesque. Après, c'est du nanardesque assumé, débridé, décomplexé, qui se fait plaisir. Et ça, bah voilà, si t'aimes le nanardesque patchworkien avec des héros voilà, qui ont un grand H, qui sont des gros balaises, des possibilités, Torg c'est bien, et surtout bah, la V2 elle est pas ratée. Voilà, la V2 est quand même une belle réussite, mécaniquement, esthétiquement, au niveau des prix, on a vu plus abusé ailleurs. Hein. Si tu te concentres juste sur les utiles, livre d'univers plus campagne, ils sont à 130 balles les bouquins. Je vérifie avant de dire des conneries, je les ai vus de case. Mais ouais, voilà, ils sont à 35. Celui-là, il est à 30 balles, bien. Voilà, je voudrais un vraiment indispensable, incontournable, mais c'est dur quand même de jouer jouer les campagnes sans les livres d'univers, et celui-là, il est à 35. Donc bon, on a vu vraiment pire. Hein. Voilà, puis tout le reste, en fait, c'est du goodies. Hein. L'écran, tu trouves qu'il est cher, bah tu t'en passes. La boîte à 20 boules, tu trouves qu'il est cher, tu t'en passes. Les packs, enfin voilà, les packs de cartes, tu peux t'en passer. Les vrais trucs tu peux pas t'en passer, en fait, sont plutôt abordables. Voilà, surtout quand on voit le temps de jeu qu'il y a derrière. Bon, et ben c'était tout. C'était bien long déjà en fait pour Torg, mais Torg, moi j'aime beaucoup et voilà, je vais fouiner à droite à gauche pour réussir à trouver Else, parce que c'est celui que j'aime le moins. Mais bon, voilà, il fait partie des cosmes. Bon. Donc on verra. Un de ces quatre pour la suite de Torg. J'arrive pas à couper cette vidéo, hein, Dieu. J'ai plus de possibilités. C'est nul.